quelque part dans le nord du Japon, dans une clairière de la préfecture d'Aomori, des archéologues ont sorti de terre des fragments d'un vase en argile. Les morceaux étaient bruts, non émaillés, marqués d'un motif de cordage imprimé dans la surface humide avant la cuisson. Et quand ils ont daté ces fragments, le chiffre qui est revenu n'avait aucun sens. 16 500 ans. C'est plus ancien que l'agriculture, plus ancien que toute civilisation connue, plus ancien que l'idée même que la poterie pouvait exister à cette époque dans l'histoire humaine. Ces objets n'avaient pas été fabriqués par des agriculteurs sédentaires qui avaient besoin de jarres de stockage. Ils avaient été fabriqués par des chasseurs, par des gens qui cueillaient, pêchaient et ramassaient des plantes sauvages des millénaires avant que quiconque sur la planète ait délibérément planté une graine. Et pourtant, ils fabriquaient de la poterie la plus sophistiquée de leur époque sur toute la surface de la Terre. Ce n'étaient pas non plus de grossières boules de terre cuites. C'étaient des récipients façonnés à la main, enroulement par enroulement, avec des motifs délibérés et un soin manifeste. Le peuple qui les a créés s'appelle les Jomon. Et pendant très longtemps, le monde n'y a presque pas prêté attention. L'histoire des origines du Japon était censée être simple. Une nation insulaire, culturellement unifiée, génétiquement lisible. Deux groupes ancestraux s'étaient mélangés et étaient devenus les Japonais. Telle était la version des manuels scolaires pendant des décennies. Mais quand les scientifiques ont finalement examiné l'ADN enfoui dans les os des Jomon, ce qu'ils ont trouvé n'était pas simple du tout. C'était l'une des histoires génétiques les plus étranges et les plus complexes jamais mises au jour nulle part dans le monde. Et elle commence par une seule question qui se révèle ne pas avoir de réponse facile. Qui étaient les Jomon et que leur est-il arrivé? L'archipel japonais est habité depuis au moins 38 000 ans. Mais le peuple que nous appelons les Jomon, celui qui a laissé derrière lui cette poterie extraordinaire, semble avoir établi sa culture distincte il y a environ 14 000 ans, au moment où la dernière période glaciaire touchait à sa fin et où le monde se réchauffait. À cette époque, le Japon n'était pas encore un ensemble d'îles. Un pont terrestre le reliait encore à la péninsule coréenne. Les gens pouvaient marcher entre le continent et ce qui est aujourd'hui le Japon. Ils l'ont fait. Pendant des milliers d'années, il y a eu des allers-retours à travers cette étroite connexion. Le déplacement lent de petits groupes de chasseurs suivant le gibier, suivant les saisons, suivant les littoraux riches en coquillages. Puis l'eau est montée. Entre 20 000 et 15 000 ans avant notre ère, les glaciers ont fondu, les mers ont grimpé, et le pont terrestre vers la Corée a été englouti. Le détroit de Corée s'est élargi et les gens qui se trouvaient déjà du côté japonais de cette eau montante ont été coupés du continent. Pas pour quelques siècles, pas pour un millénaire, mais pour des milliers d'années. Complètement isolés, seuls sur une chaîne d'îles volcaniques qui s'étendait depuis les forêts subarctiques du nord où la neige enterre des maisons entières en hiver jusqu'aux côtes subtropicales du sud où les courants chauds apportent des poissons tropicaux au rivage. Et voici la partie qui me stupéfie chaque fois que j'y reviens. Pendant toute cette isolation, pendant ces milliers et milliers d'années seuls dans l'archipel, la population Jomon n'a jamais beaucoup dépassé 1000 individus. 1000, pas 1000 par village, 1000 au total. La population reproductrice effective, le chiffre qui compte génétiquement, est resté autour de 1000 pendant des millénaires après des millénaires. Ce n'est pas une civilisation au sens où nous l'imaginons habituellement. C'est quelques villages éparpillés sur un archipel d'environ la longueur de la côte américaine. De petites communautés familiales qui connaissaient les marais par cœur, qui suivaient les remontées de saumon dans les rivières chaque automne, qui construisaient leurs maisons en creusant des fosses rectangulaires dans la terre et en les couvrant de charpentes de bois et de chaume. Des maisons à demi souterraines où la terre elle-même les gardait au chaud en hiver. Et pourtant, ce qu'ils ont créé dans cet isolement était extraordinaire. Ils fabriquaient des poteries si élaborées que certaines pièces ressemblent à des flammes figées dans l'argile. Des formes sauvages qui s'élancent vers le haut avec des bords qui s'enroulent et se tordent comme si le récipient lui-même était vivant. Les chercheurs appellent le style le plus dramatique poterie en flammes. Et quand on la voit dans un musée, on ne pense pas au néolithique. On pense à la sculpture moderne. On pense que quelqu'un crée de l'art pour la pure joie de le faire. Il sculptait de petites figurines d'argile appelées dogu avec de l'argent, d'énormes yeux en forme de lunettes et des corps compacts et puissants. Des figures qui ne ressemblent à rien d'autre dans le monde antique tout entier. Plus de 20 000 de ces figurines ont été trouvées à travers le Japon. Et presque toutes ont été délibérément brisées, cassées en deux, bras arrachés, tête fendue. Pas par accident, pas par érosion, mais intentionnellement. Comme si le bris était lui-même le rituel. Comme si ces petits corps d'argile absorbaient quelque chose, une maladie, un deuil, une prière, et étaient fracassés pour le relâcher dans le monde. Je continue de penser aux mains qui les ont fabriqués, et ensuite aux mains qui les ont brisés.
Que traversait l'esprit de quelqu'un qui pressait les yeux dans de l'argile humide, façonnait les hanches, lissait la surface, la faisait cuire dans une fosse, et la cassait ensuite délibérément, soigneusement, en deux. Sur un site de Hokkaido, les archéologues ont trouvé quelque chose d'encore plus intime. Des tablettes d'argile pressées, des empreintes de pieds d'enfants. De tout petits pieds enfoncés dans de l'argile humide il y a des milliers d'années, puis cuits et conservés. L'enfant de quelqu'un. L'acte délibéré de préservation de quelqu'un. Sur le même complexe de sites, ils ont trouvé de la laque. De la laque rouge vieille de 9000 ans. La plus ancienne laque connue nulle part sur Terre. Au site de Sane-Maruyama, également à Aomori, les archéologues ont extrait plus de 200 000 artefacts d'un seul établissement. 200 000. Des habitations en fosse, des puits de stockage, des cimetières, les restes de ce qui semble avoir été une grande structure communale soutenue par d'immenses piliers de châtaigniers. Ce village a été occupé pendant environ 1500 ans. La même communauté au même endroit pendant un millénaire et demi. Ils mangeaient des châtaignes et des noix qu'ils cultivaient peut-être. Ils pêchaient dans la mer et chassaient le cerf dans les montagnes. Ils échangeaient du jade et de l'obsidienne sur des centaines de kilomètres. En 2021, l'UNESCO a classé 17 sites Jomon à travers Hokkaido et le nord de Tohoku comme sites du patrimoine mondial, reconnaissant ce que le dossier archéologique disait depuis des décennies. Ce n'était pas une culture primitive assise dans l'obscurité, attendant que la civilisation arrive du continent. C'était une civilisation qui était déjà arrivée selon ses propres termes, en son propre temps, en total isolement du reste du monde humain. Et elle a duré plus de 10 000 ans, plus longtemps que toute dynastie, tout empire, tout État-nation qui a existé depuis. Pendant la majeure partie du XXe siècle, l'histoire des origines des Japonais modernes semblait réglée. Les chercheurs l'appelaient le modèle à double structure, et cela se passait ainsi. D'abord vinrent les Jomon, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, les habitants d'origine, la couche de base. Puis, il y a environ 3000 ans, un second groupe arriva du continent asiatique, traversant de la péninsule coréenne dans le nord de Kyushu. Ces nouveaux venus apportaient quelque chose que les Jomon n'avaient jamais eu. L'agriculture risicole en rizière, avec des outils en bronze, de nouvelles pratiques funéraires, une façon complètement différente d'organiser la vie. On les appelle les YAYOI. Et avec le temps, la pensée acceptée voulait que les YAYOI se soient mélangés aux Jomon et que le résultat soit la population japonaise que nous connaissons aujourd'hui. 2 couches, 2 peuples, propres et simples. Ce modèle a tenu pendant des décennies. Il apparaissait dans chaque manuel scolaire. Il façonnait la façon dont le Japon comprenait ses propres origines génétiques, la façon dont les musées encadraient la période préhistorique, la façon dont le public pensait à l'identité. Et le modèle n'était pas exactement faux. Il était simplement profondément incomplet. Parce que quand les scientifiques ont finalement eu la technologie pour extraire l'ADN ancien des os Jomon, pour l'extraire des os pétreux derrière l'oreille où le matériel génétique survit le plus longtemps, pour le séquencer et le comparer aux populations modernes à travers l'Asie de l'Est, la première chose qu'ils ont remarquée était la distance génétique. Les Jomon n'étaient pas juste un peu différents des Asiatiques de l'Est continentaux. Ils n'étaient pas une variante régionale. Ils étaient profondément, radicalement différents d'une façon qui témoignait d'une séparation si ancienne qu'elle précédait la plupart des divisions de population à travers le continent entier. Leur lignée avait divergé des populations continentales il y a quelque part entre 20 000 et 15 000 ans. Cela en fait l'une des divergences les plus profondes de toute la génétique d'Asie de l'Est. L'une des bifurcations les plus anciennes dans l'arbre généalogique. Pensez à ce que cela signifie un instant. Pendant que les ancêtres des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens, des peuples d'Asie du Sud-Est se ramifiaient encore les uns des autres, faisaient encore partie d'un réseau connecté de populations sur le continent, les Jomon étaient déjà partis, déjà coupés, évoluant déjà sur leur propre chemin, seuls sur leurs îles, accumulant leurs propres mutations, dérivant dans leur propre direction génétique pendant plus longtemps que presque tout autre groupe sur le continent n'avait existé en temps. Que groupe distinct. Et l'empreinte génétique qu'ils portaient était stupéfiante dans sa rareté. Une lignée du chromosome Y appelée haplogroupe D. C'est l'une des lignées majeures les plus rares dans le monde entier. En dehors des Jomon et de leurs descendants, elle apparaît presque nulle part ailleurs sur la planète sauf dans 2 endroits qui semblent n'avoir aucun sens géographique. Le Tibet et les îles Andaman au large des côtes de l'Inde. 3 petites populations séparées par des milliers de kilomètres d'océan et de chaînes de montagnes, séparées par des dizaines de milliers d'années, portant l'écho faible mais indubitable du même ancêtre ancien. Personne ne comprend entièrement pourquoi. Personne ne peut tracer la carte de comment elles sont passées d'un endroit à l'autre.
C'est l'un de ces faits qui se trouve dans les données, solides et vérifiés, et qui refusent simplement d'être expliqués. Donc, les Jomons étaient anciens, profondément, presque impossiblement anciens en termes génétiques. Et quand les agriculteurs YAYOI sont arrivés il y a environ 3000 ans, traversant de la péninsule coréenne avec leurs plants de riz et leurs nouveaux outils et leur approche fondamentalement différente de la survie, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Quelque chose qui brisait le schéma que nous voyons presque partout ailleurs sur Terre, là où les agriculteurs et les chasseurs entrent en collision. En Europe, quand l'agriculture s'est répandue vers l'ouest depuis le Proche-Orient, les populations agricoles entrantes ont largement remplacé les chasseurs-cueilleurs locaux. Pas violemment, pas tout d'un coup, mais régulièrement sur des siècles. Les anciennes populations ont diminué. Leurs signatures génétiques ont fondu en petits pourcentages, parfois en presque rien. C'était une réécriture démographique, lente mais approfondie. Au Japon, c'était différent. Les YAYOI n'ont pas remplacé les Jomons. Ils se sont mélangés avec eux, genuinement et substantiellement. Les preuves génétiques montrent les deux populations se fondant ensemble, contribuant presque également au départ, partageant des gènes à travers les générations, partageant des communautés, partageant de l'espace sur les mêmes îles. Et le schéma de mélange raconte sa propre histoire. Il a commencé dans le sud à Kyushu, le plus près de la péninsule coréenne où les YAYOI ont d'abord atterri. Plus on remonte vers le nord depuis ce point d'atterrissage, plus on trouve d'ancêtres Jomons dans les restes anciens. Le mélange était progressif. Il s'est déplacé comme une vague lente vers le haut de l'archipel, île par île, génération après génération. Et au bord nord et sud, à Hokkaido et dans les îles Ryukyu, la vague est à peine arrivée. Les gens aux marges sont restés les plus proches de qui ils avaient toujours été. Cela aurait déjà été une histoire remarquable. Deux peuples, l'un ancien au-delà de toute mesure et l'autre fraîchement arrivé, se rencontrant sur une chaîne d'îles et choisissant l'intégration plutôt que l'effacement. C'est l'un des rares endroits dans le dossier archéologique où l'on peut voir ce choix fait clairement. Mais l'histoire n'était pas terminée. Loin s'en faut. Parce qu'en 2021, une équipe de généticiens a publié des découvertes que personne n'attendait. Ils avaient séquencé 12 génomes japonais anciens couvrant 8000 ans de l'histoire de l'archipel. Des os Jomons extraits de sites à travers le Japon occidental et central. Des restes de l'ère Kofun, la période où le Japon devenait un État impérial dans le premier millénaire de l'ère commune. Et quand ils ont comparé les profils génétiques sur cette vaste étendue de temps, le modèle à double structure, l'histoire à deux couches qui avait été acceptée pendant des décennies, s'est silencieusement effondrée. Il y avait une troisième couche, une troisième population ancestrale qui se cachait dans les données, invisible jusqu'à ce que l'ADN ancien la rende visible. Pendant la période Kofun, entre approximativement le 3e et le 7e siècle, une nouvelle vague de personnes est arrivée dans l'archipel. Pas les mêmes agriculteurs nord-est asiatiques qui étaient venus avec les YAYOI des siècles auparavant. Ces nouveaux arrivants portaient une signature génétique distinctement différente, une ascendance asiatique plus large, plus étroitement liée aux populations ancestrales des Han chinois. Et ils sont venus non pas au compte-gouttes, mais en nombre suffisamment grand pour remodeler le paysage génétique de l'archipel entier. L'échelle en stupéfie encore. Environ 71% de l'ascendance des Japonais continentaux modernes remonte à cette migration de l'ère Kofun. Pas aux Jomons qui étaient là depuis 14 000 ans. Pas aux YAYOI qui ont apporté le riz et transformé l'économie. À un troisième groupe que personne n'avait même identifié comme distinct avant 2021. Un groupe qui est arrivé pendant les siècles exacts où le Japon construisait son premier État centralisé, importait l'écriture chinoise, adoptait la métallurgie continentale et les systèmes bureaucratiques, et se transformait d'une collection lâche de communautés agricoles en quelque chose qui ressemblait pour la première fois à une entité politique unifiée. 3 couches, pas 2. Les Jomons, anciens au-delà de toute compréhension, le socle. Les YAYOI qui ont apporté l'agriculture et sont restés. Et les migrants de l'ère Kofun qui ont apporté la plus grande part du matériel génétique qui constitue le Japon moderne. Alors qu'est-ce que cela signifie pour les Jomons? Ont-ils été effacés? Ont-ils été absorbés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Pas entièrement. Et c'est la partie de l'histoire à laquelle je reviens encore et encore. La partie qui semble la plus profondément, irréductiblement humaine. Le peuple Aïnou de Hokkaido, l'île la plus septentrionale du Japon, porte environ 79% d'ascendance Jomon aujourd'hui. 79%. Dans une population qui a été poussée en marche pendant des siècles, culturellement supprimée, dont la langue a été découragée, dont les traditions ont été presque démantelées par les politiques d'assimilation,
la couche génétique la plus ancienne du Japon a survécu dans sa forme la plus pure et la plus concentrée. Les Aïnous n'étaient pas des nouveaux arrivants au Japon. Ils n'étaient pas des étrangers qui avaient erré d'ailleurs. Ils étaient les gens qui étaient là en premier, avant le riz, avant les empereurs, avant le mot écrit. Et leur ADN le prouve au-delà de tout argument. Plus au sud, dans les îles Ryukyu, les Okinawaens portent environ 27% d'ascendance Jomon. Sur le continent, le chiffre tombe à environ 12%. Plus petit, oui, mais toujours présent. Après 3000 ans d'immigration, après 2 vagues massives de migrants continentaux qui sont arrivés en nombre qui dépassait largement la population originale, après la construction d'un empire, le signal Jomon persiste dans chaque Japonais vivant aujourd'hui. Pensez à quel type de survie c'est. Une toute petite population, seule sur des îles pendant 15 000 ans. Finalement rencontrée par des vagues de nouveaux arrivants qui les dépassaient en nombre bien des fois. Et pourtant, des milliers d'années plus tard, leur code génétique est toujours là, toujours mesurable, toujours réel, pas une note de bas de page enterrée dans le bruit du génome. Une présence vivante. Une vaste étude de 2024 utilisant des données génomiques de plus de 250 000 individus japonais a confirmé que le modèle tripartite, 3 populations ancestrales plutôt que 2, correspond aux données génétiques de manière cohérente à travers l'archipel entier. Ce n'est pas une particularité régionale. C'est partout. Et voici le détail qui m'a le plus touché. La composante Jomon, la couche la plus ancienne et la plus petite, s'est avérée être la plus influente dans la formation de la variation génétique entre les populations japonaises modernes. Là où on trouve plus d'ascendance Jomon, on trouve plus de singularité génétique. La couche ancienne est celle qui donne encore à chaque région sa légère différence par rapport à la suivante. Les premiers peuples sont encore génétiquement ceux qui donnent au Japon sa texture locale. Il y a encore des choses que nous ne savons pas, et il serait malhonnête de prétendre que le tableau est complet. Nous ne comprenons pas entièrement avec précision d'où venaient les migrants de l'ère Kofun. La signature génétique pointe vers une vaste ascendance asiatique, mais la recherche la plus récente de l'université de Tokyo suggère que les immigrants pendant les périodes YAYOI et Kofun venaient principalement de la péninsule coréenne, où différentes ascendances continentales s'étaient déjà mélangées avant que quiconque traverse le détroit. Pas 3 patries séparées, mais plutôt un flux continu depuis une péninsule. Chaque vague portant un mélange légèrement différent d'ascendance, chaque arrivée dans un siècle légèrement différent. Nous ne connaissons pas non plus la dynamique sociale de la façon dont ces peuples se sont réellement rencontrés. Les Jomon ont-ils accueilli les agriculteurs YAYOI ou ont-ils résisté? Le mélange était-il volontaire ou était-il compliqué et inégal? La migration de Kofun était-elle un événement politique directement lié à la formation de l'État? Ou était-ce un changement démographique plus lent et plus organique? Les individus de l'ère Kofun dont l'ADN a été séquencé jusqu'à présent n'étaient pas enterrés dans les grandes tombes en forme de trous de serrure, ces structures en monticules massives réservées à l'élite dirigeante. C'étaient des gens ordinaires, des roturiers. La génétique de la classe dirigeante réelle pendant cette période transformatrice reste complètement inconnue. Cet écart est important. Cela signifie que nous manquons encore d'une pièce critique. Et puis il y a la question troublante, belle et sans réponse de l'aplogroupe D. Les Jomon, les Tibétains sur les hauts plateaux, les habitants des îles Andaman sur de minuscules points de terre dans le golfe du Bengale. 3 populations portant la même lignée ancienne du chromosome Y, séparées par de vastes océans et la plus haute chaîne de montagnes de la Terre et des dizaines de milliers d'années d'histoire entièrement divergentes. Comment ont-elles fini aussi impossiblement loin les unes des autres? Quand leur ancêtre commun a-t-il marché sur la Terre et où? Quelle route ont-ils pris? Et qu'est-il arrivé à toutes les populations intermédiaires? Personne n'a de réponse complète. Les données sont là, vérifiées et solides et obstinément réelles, pointant vers un chapitre de migration humaine si impossiblement ancien que la piste est presque entièrement froide. C'est le genre de mystère qui vous rappelle combien peu nous savons réellement sur le passé profond. Combien l'histoire humaine a été vécue et perdue avant que quiconque écrive un seul mot. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas la science, bien que la science soit extraordinaire. C'est la persistance. Les Jomon n'ont jamais été une grande population. Ils n'ont jamais construit de monuments en pierre ni levé des armées ni forgé des empires. Ils n'ont jamais développé l'écriture ni la métallurgie. Selon toutes les mesures standards par lesquelles les civilisations sont habituellement jugées, ils auraient dû être une note de bas de page dans l'histoire humaine, un bref chapitre précoce avant que le vrai récit commence. Mais ils ont duré 14 000 ans. Ils ont fait la plus ancienne poterie sur Terre et certaines des plus belles poteries que les mains humaines aient jamais façonnées.
Ils ont sculpté des figurines si étranges et si captivantes que des pièces individuelles ont été désignées trésors nationaux du Japon. Ils ont pressé les empreintes de pieds de leurs enfants dans de l'argile humide, cuit les tablettes et les ont conservées. Ils ont développé la laque 9 millénaires avant notre époque. Et quand les agriculteurs sont venus avec leur riz et que les bâtisseurs d'empires sont venus avec leur écriture et leurs épées, et que tout le paysage génétique de l'archipel a été réécrit autour d'eux, couche après couche, leur code a survécu. Quelque part dans la préfecture d'Aomori, dans cette même clairière de la forêt où les plus vieux morceaux ont été extraits du sol, ces fragments de poterie à empreintes de cordage sont encore là, derrière du verre maintenant, dans un musée construit pour honorer un peuple que le monde a presque oublié. 16 500 ans, et ils nous disent encore quelque chose que nous avons besoin d'entendre. Que les premiers à arriver sont parfois les derniers à quitter l'histoire.